Ils sont tout à fait petits de prendre la parole derrière. C'est pour ça que je ne voulais pas parler en premier. C'est tout à fait déstabilisant. Mais je suis contente de ne pas être une spécialiste de la Chine-Afrique parce que ma communication va être une communication intéressée, tout à fait de la même manière que beaucoup de personnes se présentent ici pour qu'on mette ensemble en débat, en question, les routes de la soie ou la route de la soie. Donc, bonjour à tous et grand merci à l'Institut Schiller et aux partenaires de cette conférence de m'avoir invité, de nous avoir tous d'ailleurs invités à mettre en débat une question aussi importante que celle-là, qui prend de l'ampleur dans les relations internationales. Et tout d'un coup, mon ordinateur s'éteint. Parler de la Chine-Afrique, de l'influence chinoise en Afrique dans le secteur sécuritaire, et de l'influence chinoise tout court, suscite un malaise chez moi. En tant qu'Africaine, en tant que chercheur, c'est un malaise... c'est un malaise... Vous m'entendez mieux? Donc c'est un malaise, somme toute, instinctif, du fait du lexique qui qualifie ce rapport-là. On est dans une relation... on est dans une qualification d'une relation internationale, d'un rapport d'un pays à un continent. Donc, ce qui n'est pas sans rappeler ces vocables ne sont pas sans rappeler un autre rapport qui est celui de la France-Afrique. Mais ce malaise passé, et avec un peu de recul, c'est toute une autre compréhension c'est à une autre compréhension que l'on peut s'ouvrir. C'est-à-dire l'entendement du rapport entre le plus grand pays en développement au monde, parce que c'est comme ça que la Chine se présente au niveau de ses ambassades, et donc le plus grand pays en développement au monde est le continent avec le plus grand nombre de pays en développement. Donc en termes chiffrés, on est sur un ordre de 1,3 milliard 300 000 à peu près de Chinois par rapport à 1,2 milliard d'Africains. Donc ce qui me permet à moi de relativiser un peu, rien que sur ce terme chiffré, en ces termes de chiffres. L'objectif de mon propos aujourd'hui, c'est d'instruire ici l'hypothèse d'une influence militaire chinoise en Afrique. Et pour ce faire, vous entendez mieux? Et pour ce faire, pardon. Je propose ici d'analyser les formes de cette présence militaire et de tenter de donner une lecture de cette diplomatie militaire à l'endroit de l'Afrique. Deux formes principales d'intervention militaire chinoise en Afrique, c'est celle qui s'opère par la coopération multilatérale, donc à travers notamment les opérations de maintien de la paix par le biais de l'ONU. La Chine s'est interdite. Je ne sais pas si... la Chine s'était complètement interdit toute intervention militaire dans un pays tiers. On aura remarqué, par exemple, qu'entre 1971 et 1981, elle s'est systématiquement abstenue de tout vote relatif aux opérations de maintien de la paix, mais aussi de toute contribution financière à ces programmes. Ce n'est qu'en 1981 qu'intervient son premier vote en faveur de l'UNFICYP, qui est la force des Nations Unies chargée de maintien de la paix à Chypre. À partir de là, c'est une participation qui va aller crescendo de la Chine, une participation de la Chine qui va aller crescendo dans le domaine militaire et en Afrique de manière particulière. Cette participation, elle était quasiment... Au début des années 2000, était quasiment insignifiante. On dénombrait moins d'une cinquantaine de militaires chinois pour l'ensemble des opérations de maintien de la paix pour le Libéria, le Mozambique, la RDC et la Sierra Leone, selon les indications d'International Crisis Group de 2009. C'est avec l'arrivée de Hu Jintao et Xi Jinping que cette présence militaire s'accroît. Elle est plus en plus affirmée, elle est même revendiquée.
Aujourd'hui, on peut estimer que c'est en Afrique que l'armée chinoise concentre ses ressources extérieures les plus importantes. L'analyse de Juliette Génévaz est dans ce sens intéressante, car elle fait remarquer que la mutation de la nature des troupes chinoises participant aux opérations de maintien de la paix africaine est éloquente. Elle est passée des observateurs aux officiers de génie, aux logisticiens, puis aux troupes de mêlée. Elle donne ici une courbe qui indique bien l'influence croissante et voulue d'une diplomatie militaire chinoise en Afrique. La deuxième forme d'intervention, c'est celle qui s'opère à travers la coopération bilatérale. Non plus dans le sens Chine-Afrique, mais dans le sens Chine-pays africains individuellement pris. L'exemple le plus patent, c'est la base chinoise à Djibouti, avec une capacité estimée en 2016 à 274 militaires sur place, mais avec une occurrence de 10 000 hommes. Et ce sont des indications de l'IPSE, l'Institut pour la Institut Prospective et Sécurité en Europe. Ce type de coopération, ce deuxième modèle de coopération fait de facto des pays africains un marché propice pour l'armement chinois. Quand on se réfère aux données du CIPRI, la Stockholm International Peace Research Institute, il y a une croissance de ces ventes d'armes qui est estimée à 55% depuis 2013 et qui coïncide avec, bien entendu, l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir. Cette croissance de vente d'armes en Afrique inquiète et fait réagir certains observateurs qui estiment que ces partenariats économiques ne tiennent pas compte des conditionnalités de bonne gouvernance dans les pays en Afrique, à la mesure où ces ventes d'armes servent souvent davantage au pouvoir que à l'armée dans le sens de la protection de l'État. Donc, elle sert à protéger le pouvoir d'État, mais pas l'État dans prise en compte de son territoire, de ses citoyens. Mais quelle lecture peut-on vraiment donner à cette influence militaire chinoise en Afrique? Cette nouvelle diplomatie chinoise militaire pour l'Afrique, dite comme ça parce que c'est comme ça qu'elle est présentée. Tout au moins, on peut émettre ici une théorie de la convergence. Et à deux niveaux. Très rapidement, la première, il y a en effet une certaine convergence internationale, d'ailleurs de la plupart des pays émergents, vers l'Afrique, qui entendent investir sur le continent avec souvent des programmes politiques de co-développement. Dans le domaine militaire plus particulièrement, il y a une certaine concurrence. On l'a vu, cette concurrence, la Turquie est dans cette concurrence, l'Arabie saoudite notamment. Chacun de ces pays émergents cherche à avoir une base militaire en Afrique. Le second élément de convergence, c'est celle qui est relative à la diplomatie de développement même, la diplomatie dite même de développement, de co-développement de la Chine vis-à-vis de l'Afrique, qui est essentiellement celle du renforcement des capacités des pays africains. Mais, et je m'arrête là, ces processus sont à interroger dans la mesure où on a l'impression que l'Afrique, tout comme dans le rapport France-Afrique, le rapport Chine-Afrique considère l'Afrique comme un dépotoir. On parle de renforcement de capacités des dirigeants africains ou des Africains de manière générale, mais on se retrouve avec des exportations
de produits finis en Afrique, et dans le domaine de l'armement, et dans le domaine même des infrastructures, ce qui interroge tout le processus de renforcement de capacités. À quel moment renforce-t-on des capacités des Africains quand on leur exporte des produits finis? Donc, c'est toute la question que je me pose par rapport à cette relation Chine-Afrique dans le domaine militaire. Et bien entendu, je le disais, c'est une communication intéressée et je mets ici en débat également la question que je pose en attendant les réponses.